Chapitre 4. Papa. C'est en ouvrant la porte pour partir au collège que j'ai eu une révélation. Je ne peux pas conserver plus longtemps secrètes les aventures de Lucas Crapaud. Il faut absolument que je les fasse lire à quelqu'un. Demi-tour, direction le bureau de papa. Pour attendre la photocopieuse, j'enjambe Paul en train d'agoniser sur le divan de bureau. Je cherche au passage quelques mots de compassion. Ce n'est pas grave, je bafouille en manque d'inspiration. Paul me jette alors un regard de tueur en série. Je me dépêche de photocopier mon cahier vert. Peut-être me jugeriez-vous insensible, Madame Larson, mais Lucas Crapaud prend tellement de place dans ma tête que Paul et sa tendrinite n'y font d'un passage éclair. Je feuillette les 15 pages photocopiées. La naissance de Lucas Crapaud est un événement tellement gigantesque que, si je garde le secret, j'explose. Et c'est pour partager cette joie que je veux que d'autres yeux que les miens caressent ces pages. Non pour me rassurer à propos de quoi d'ailleurs. Je sais que ces lignes sont extraordinaires. Enfin, je crois. Je ne suis quand même pas en train de me montrer tout un film. Évidemment que non, encore que... Et si je prenais mon rêve pour la réalité? Et voilà que je doute à présent. Calme-toi, Justine, fais d'une pierre deux coups, rassure-toi, et partage ta joie. Pour cette double mission, j'ai décidé de vous choisir, vous, Madame Larson, parce que vous êtes prof de français et que c'est votre métier d'avoir l'œil pour repérer le talent quand vous le rencontrez. Souvenez-vous de ce jour-là. Tu écris? Vraiment? Un roman? Vous vous êtes exclamé. Vous semblez aussi surprise que si j'étais en train de vous annoncer que j'allais faire un voyage en mer pour faire le tour du monde. Pour votre décharge, il est vrai que mes devoirs de français n'ont jamais eu l'air d'être des chefs-d'œuvre. Promis, je les lirai, ajoutez-vous en enfermant Lucas Crapaud dans votre cartable. Et moi j'ai hâte d'être plus vieille d'un jour pour revoir Madame Larson. Pour que vous effaciez sous une montagne de compliments le dernier doute en moi. Et en même temps, je redoute votre verdict. J'ai tellement peur que vous brisiez mon rêve. Bonsoir, joyeuse troupe, lance mon père ce même soir. Ce qu'il y a de bien chez papa, c'est sa constante. Avec lui, jamais de surprise, un vrai roc de prévisibilité. Bonsoir, papa, je réponds synchro avec victoire. Bonsoir, pa, grommellent à l'unisson Honorine et Paul. Je suis sûre que si l'auteur de Conserve pour Sinistrose passait à l'instant dans notre maison, il les embêcherait tous les deux sur le champ. Ah oui, mon grand, j'ai appris pour ton poignet, lance papa à Paul. Ta mère m'a appelé au travail, c'est dommage. Mais ce n'est pas dramatique, des auditions, il y en aura d'autres, tu sais. Si tu le dis, répond Paul avec l'enthousiasme d'une tortue en pleine période d'hibernation. Avant de me coucher, une angoisse terrible vint se nouer le ventre. Une peur qui m'avait pas encore effleuré. Et si soudain, le phénomène cessait? Si les aventures de Lucas Crapaud restaient à jamais bloquées à la 15e page? Tout a commencé si brusquement. Tout ne risque-t-il pas vraiment de se terminer aussi brutalement? Le lendemain matin, je me lève le ventre plus noué que jamais. Les jambes molles, je gagne mon bureau. Mais je n'ai qu'à poser la main sur le cahier vert pour savoir que l'histoire compte quelques pages supplémentaires. La couverture est tiède ce matin, plus tiède qu'hier, presque chaude. Une chaleur si rassurante. J'ouvre 15 nouvelles pages. Je les dévore, toujours le même enchantement. Je commence ma journée par vous, Madame Larson. 2 heures de français. En arrivant au collège, je me demande si vous aviez eu le temps de lire le début de mon roman. Et je ne suis pas sûre que si vous aviez aimé ou pas. J'ai tellement peur de votre jugement. Et si j'avais tout faux depuis le début? Si vous m'annonciez que mes pages sont banales, aussi banales que moi. J'entre dans votre salle de cours. Je n'ose plus vous regarder. Mon cœur imite la danse des éléphants. Je voudrais tant être ailleurs. Loin, loin de vos yeux. Je sens vos yeux sur moi. J'entends vos souliers résonner sur le carrelage. Vous venez vers moi.
Je me fais minuscule sur ma chaise. Je voudrais disparaître sous terre. Justine, me lancez-vous. Je voulais te dire, et moi je voulais vous crier, que justement je ne voulais rien entendre. Je préfère ne pas savoir et continuer à rêver. Mais ma gorge nouée ne laisse rien sortir. Aucun mot. Je n'en reviens pas, continuez-vous. Ces pages. Vous vous interrompez, je lève les yeux vers vous. Vous me contemplez, votre visage éclairé par une douceur que je n'ai jamais connue chez vous. J'ai trouvé des pages merveilleuses, reprenez-vous, de la précision, du style, de l'émotion, de la vie. Les mots sont définitivement ta matière. Justine Lenoir, tu es merveilleuse. Tu sais les travailler, les modeler, les ciseler comme personne. Un véritable travail d'orfèvre. J'en tremble encore. Et moi, je reste clouée sur ma chaise, les oreilles bourdonnantes près de pleurer, dont je suis bouleversée. C'est que c'est la première fois qu'on me dit tellement de telles belles choses. Vous avez parmi vous un véritable écrivain, ajoutez-vous à l'adresse du reste de la classe, qui vient nous rejoindre. Je sens la main de Lucie caresser mon bras. Tu y es arrivée, ma grande, me lance-t-elle. C'est tellement génial. Et ces dizaines d'yeux posés sur moi. Justine Lenoir, pour la première fois de ma vie, on me regarde, vous rendez-vous compte? Et par ces regards, enfin, je me sens exister. Vous commencez votre cours et moi je commence à rêver un destin semblable à celui de la maman d'Harry Potter, Joanne Rowling, ou comme on dit J.K. Rowling. Peut-être qu'un jour je serai comme elle, encore plus célèbre que la reine d'Angleterre, je recevrai des lettres, des fans par milliers. On verra ma photo dans le monde entier, les journalistes s'arracheront mes interviews. C'est la sonnerie de l'intercours qui m'arrache à mes rêves. Je me lève, je me sens forte, comme je ne l'ai jamais été. Plus rien ne peut me résister. Aussi, je ne suis même plus étonnée en voyant Corentin s'approcher de moi. Justine, dit-il d'une voix à peine assurée. Tu fais quoi samedi? Il se dandine d'un pied sur l'autre, dans l'attente de ma réponse. De près, il est encore plus craquant, avec ses yeux noirs étoilés. Et puis d'un coup, Justine la banale me rattrape. Corentin qui me propose un rendez-vous. De quoi halluciner, mais très vite, je me reprends. Évidemment que Corentin veut sortir avec moi, un écrivain, Madame Larsen. Rien de précis, je réponds. Tu veux qu'on aille au ciné ensemble? Vous parliez si je veux. Oui, pourquoi pas? Aussitôt, son visage s'illumine, je le regarde s'éloigner. Je sens que ma vie n'a pas fini de changer. C'est ce même jour-là que papa nous rejoint le soir à la cuisine, la bouche tremblante, les yeux éteints. « Papa, t'as oublié de dire bonjour, joyeuse troupe !» Aussitôt, Victoire. « Qu'est-ce qui s'est passé, chérie ?» s'étonne maman. « Je viens d'apprendre mon licenciement », répond mon père d'une voix sourde. Le silence s'abat sur la table. Quand même, finit par lancer Honorine. Je ne sais pas ce qui nous arrive ces derniers jours, mais j'ai vraiment l'impression que notre famille a la guigne. J'expédie mon dessert pour gagner plus vite ma chambre, un besoin fou d'être seule pour mieux pouvoir penser. Pourquoi Honorine a-t-elle dit ça? J'ai l'impression que depuis quelques jours, notre famille a la guigne. Elle veut parler de sa rupture avec Adrien, de la tendrine de Paul, et maintenant du licenciement de papa. Bien sûr, vu de cette façon. Pourtant, quoi de plus courant qu'une rupture entre deux ados? Adrien et Honorine sortaient ensemble depuis déjà 2 années. C'est le moment du monde, de la fin du monde, pour des ados de 16 ans, non? Enfin, c'est ce qu'on raconte dans les statistiques, Madame Larsen. Quant à la tendrine de Paul, quoi de plus banal qu'une tendrine? Je vous le demande un peu. Ce n'est rien, juste un petit bobo du quotidien.
Il faut dire qu'à force d'être traité comme un demi-dieu, Paul a fini par oublier qu'il était soumis aux mêmes contingences que les simples mortels. Reste le licenciement de mon père. Bien sûr, j'ai mal pour papa. Mais si l'on prend les choses objectivement, Madame Larson, perdre son emploi n'est en rien un fait exceptionnel. Le plus extraordinaire n'est-il pas que papa ait pu rester 20 ans dans le même endroit, dans la même entreprise, et non l'inverse? Bref, tout ça pour vous dire que non, ma famille n'a pas la guigne. Elle a juste vécu concentrée en quelques jours des événements certes peu agréables, mais courants. La faute a pas de chance. C'est la vie, quoi. Le matin suivant, 20 pages supplémentaires, c'est l'histoire continue. De s'écrire à ce rythme, mon roman sera bientôt terminé. Je me plonge dans les nouvelles pages, j'en ai le souffle coupé. À en oublier le licenciement de papa et les paroles d'Honorine. Au collège, vos propos se sont répandus à la vitesse d'un tsunami. Sur mon passage, j'entends les garçons et les filles que je ne connais pas murmurer « Hé, regardez, c'est elle !» avec une nuance d'admiration dans la voix. Je me redresse, pour la première fois de ma vie, je suis heureuse d'être moi. Et arrivant samedi, et l'heure de mon rendez-vous avec Corentin, je le rejoins devant le ciné. À quelques mètres de nous, une vitrine me renvoie notre reflet. La haute silhouette du beau Corentin et son physique. À moi toujours si banal. Puis je me souviens de Lucas Crapaud. Je suis un écrivain, peu importe mon physique. Je ne me rappelle plus ce que nous avons vu au ciné, un film d'action avec course-poursuite à gogo. Pas vraiment mon truc, mais Corentin aime. Je ne regarde de toute façon pas l'écran, je reste les yeux sur Corentin, je le fixe tout le temps, et Corentin n'a Dieu que pour le film. Enfin presque. À un moment, son coude a effleuré le mien et il m'a tenu la main. C'est la première fois qu'un garçon me tient la main. Et à l'intérieur de moi, à la fois une frousse énorme et une joie encore plus gigantesque, une fois à me faire oublier Lucas Crapaud. En sortant du ciné, Corentin me propose de boire un coca avec lui. Il m'entraîne à la terrasse d'un café. Vous voyez, Madame Larson, la différence entre un ciné et un café, c'est qu'au ciné, on n'a pas à se parler, tandis qu'au café... Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à Corentin? Il va vite s'apercevoir que ma conversation est très banale, que je suis stupide et que je n'ai plus vraiment quoi lui dire, et peut-être que je n'ai rien pour lui plaire. Aucune vraie passion, une culture plutôt commune, déjà que je ne suis pas belle, mais qu'est-ce que je raconte? Combien de temps me faudra-t-il donc avant d'arriver à me graver dans le crâne qu'il n'y a plus d'erreur si un garçon s'intéresse à moi? Je suis plus banale, je suis un écrivain. Je rentre chez moi avec des ailes dans le dos, comme le bonheur pousse vite quelquefois. Je tourne la poignée de la porte d'entrée. Chapitre 5. Maman. La maison est silencieuse. J'entre, je trouve papa affalé dans le canapé. Ta mère est tombée dans l'escalier, m'annonce-t-il. Quoi? C'est ma faute, je savais que ces marches étaient glissantes. Il y a plusieurs mois déjà que je devais les faire recouvrir. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est grave? Je hurle presque. Non, ça aurait été plus grave, mais elle a une jambe de cassée. Je reçois la nouvelle comme un coup de massue. Ils vont pouvoir la lui réparer? S'inquiète Victoire. Mais bien sûr, mon poussin, la rassure papa. Dans 1 mois, elle te battra à la course, tu verras. Je les fixe tous les deux, sans les voir. Des points noirs dansent devant mes yeux. C'est le hasard, je me répète, c'est le hasard. Il n'y a aucun lien, c'est un simple hasard. Ça ne va pas, Justine? Demande mon père. Tu es toute blanche. Si, ça va, je marmonne, juste un peu fatiguée. Je me sers de ce prétexte pour gagner ma chambre. D'abord Honorine, ensuite Paul, puis papa, et enfin maman. Le tout en l'espace de quelques jours. C'est quelques jours depuis le début duquel mon histoire s'écrit. C'est un hasard, forcément non, c'est un hasard. Comment pourrait-il y avoir un lien? Honorine, Paul, papa, maman, et qui sera le prochain? Victoire?
Que va-t-il lui arriver à Victoire? Les événements ne sont-ils pas de plus en plus graves? Mais qu'est-ce que je raconte? Il ne lui arrivera rien. J'ouvre le tiroir de mon bureau et j'en sors mon cahier vert. J'en caresse la couverture tiède, mes doigts frémissent. Je viens de sentir quelque chose au cœur du cahier, comme des pulsations. Mais non, je suis idiote, ces pulsations sont les miennes. Comme si un cahier pouvait avoir des pulsations, comme si un cahier pouvait être vivant. Honorine, Paul, papa, maman, et si je me trompais, Madame Larsen, si je me trompais, si justement ce n'était rien qu'un hasard. Je me laisse tomber sur mon lit, la tête entre les mains. Je ne sais plus. Évidemment, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à Victoire, mais à la simple idée de renoncer à mon roman. Je me couche ce soir-là, plus perdue que jamais. Je me réveille en sursaut au milieu de la nuit, dans la chambre d'en face. Victoire crie. Elle a dû faire un cauchemar, ça lui arrive parfois. Maman va la rejoindre normalement pour qu'elle se calme. Mais maman n'est pas là. Cette nuit, suite à sa chute, les médecins ont préféré la garder la nuit pour l'observer. Comme je semble être la seule dans cette maison qui n'a pas hérité du sommeil de plomb de mon père, je finis par me lever. Je trouve ma sœur en pleurs. Le loup va manger maman, me dit-elle entre deux sanglots. Mais non, Victoire, tu as fait un cauchemar. Le loup va manger maman, continue-t-elle en octant. Ça n'existe pas, les loups, pas dans cette maison. À part Lucas Crapaud, évidemment, mi-homme, mi-animal. Comme si c'était le moment de penser à lui. Je prends Victoire dans mes bras. Elle se blottit contre moi, mes bras se refermant sur son dos frêle. Tu ne crains plus rien, je suis là, je murmure. Je sens Victoire lentement s'apaiser contre moi. En regagnant ma chambre, un quart d'heure plus tard, j'ai fini d'hésiter. Je me recouche sans parvenir à me rendormir. Trop d'émotions, Madame Larsen. Vous rendez-vous compte que je viens de décider de renoncer à Lucas Crapaud? Au matin, je caresse la couverture verte désormais chaude. Une chaleur douce et agréable. Lentement, j'ouvre le cahier, 20 nouvelles pages. Durant la nuit, je ferme les yeux pour ne pas succomber à la tentation si grande de lire. Je sais que si mes yeux ne parcourent ne serait-ce qu'une seule de leurs lignes, je ne serai plus capable d'arrêter. J'arrache la première feuille des 20 pages. Ou plutôt, je tente de l'arracher. La feuille s'accroche à la spirale, je dois m'y prendre à plusieurs reprises. Il faut croire que le papier de mon cahier est de très bonne qualité. Et alors que la feuille finit par se laisser détacher de la spirale, émet une musique sinistre, des notes graves qui me font penser à un hurlement. Comme si le cahier souffrait. Je deviens folle, Madame Larsen. 20 pages ôtées et en 20 reprises cette mélodie à vous glacer le sang. En sortant de ma chambre, j'en frissonne encore. Maman est dans la cuisine, sa jambe plâtrée, allongée sur une chaise. Papa vient de la ramener de l'hôpital. « Maman !» je m'exclame en lui sautant au cou. « Ne t'en fais pas, tout va bien aller à présent. »« Mais je n'en doute pas, » rit maman. « Ce n'est qu'une jambe de cassée, Justine. » Quand j'arrive au collège le lendemain, je suis la seule à savoir que voilà, je suis redevenue Madame Banale. Sur mon passage, les murmures persistent. L'admiration est toujours palpable, mais elle va vite se disperser, Madame Larsen. Bientôt, tous sauront que je ne suis plus un écrivain, que je suis devenue la banale Justine de toujours. Déjà, Lucie se doute de quelque chose. « Ça ne va pas ?» me demande-t-elle. « Pourquoi tu me dis ça ?»« Tu as la tête d'une mouette après l'échouement d'un pétrolier. »« Elle va bien, ma tête. »« C'est ton livre ?» insiste Lucie. « Fine mouche. »« Tu bloques ? Tu sais, les pannes. Ça peut arriver. Même les meilleurs écrivains, ça leur arrive. Ce n'est pas dramatique. »« Laisse-moi tranquille, » je jappe. Après Lucie, Corentin, il se dirige vers moi avec son sourire à faire coincer un crapaud.
Même partant le calcul. Bon sang, j'arrête, moi, avec les crapauds. Quand est-ce que je vais réussir de m'extriper ce Lucas de la tête? J'ai pensé à toi tout ce dimanche, me glisse Corentin en essayant d'attraper ma main. Son regard cherche le mien et s'y raccroche. Et moi, ce n'est déjà plus Justine l'écrivain que je vois dans ses yeux, mais Justine la banale. Combien lui faudra-t-il de temps, Madame Larson, avant qu'il ne s'aperçoive que je suis devenue Justine la banale? Excuse-moi, on m'attend au secrétariat. C'est à propos d'un dossier incomplet. Je bafouille en plantant là. Je passe les 2 semaines suivantes à éviter, à rembarrer Lucie à la moindre question et surtout à essayer de supporter sans hurler vos interrogations. Justine, ton roman avance? Me demandez-vous à la fin de presque chaque cours. Oui, pas de problème, je réponds. Si tu veux me le faire lire, j'aimerais bien lire la suite. Lancez-vous de façon de plus en plus insistante, à croire que vous êtes sponsorisé par une marque de glue. Oui, j'y songerai. C'est que je ne me sens pas encore prête de vous dire que voilà, j'arrête, pas encore prête de redevenir officiellement la Justine d'avant. Et tous les matins, je déchire les 20 pages de la nuit sous la musique sinistre de la spirale. À la maison, maman gambade avec ses béquilles. La fracture est moins grave qu'on ne l'avait cru. Maman sera bientôt déplâtrée. Honorine, elle, a son portable qui n'arrête pas de sonner. Son visage s'illumine à chaque fois, comme la tour Eiffel. Un soir de 14 juillet, elle court s'isoler dans sa chambre. Mais Victoire devinait ce qui se tramait, ce qui se passait alors. « Tu as un nouvel amoureux ?» lui demande-t-elle un soir. Honorine pique un phare avant d'être prise d'une subite passion pour son bol de soupe. « J'espère que cette fois ce sera le bon !» poursuit Victoire qui passe décidément vraiment trop de temps chez grand-mère. Quant à papa, il a retrouvé un travail à peine 10 jours après avoir perdu l'ancien, un poste de cadre comme avant et mieux payé. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf moi. Après avoir recouvert l'usage de son poignet, Paul a été contacté pour une nouvelle audition et il a réussi. Il intègre un orchestre international à 15 ans. Il suivra des cours par correspondance. On a fait une grande fête, à la joie de ma mère, au sourire de mon père. On pourrait croire qu'il a décroché la lune. Je regagne ma chambre et j'ouvre les tiroirs de mon bureau. J'en sors le cahier. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi bon faire tout cela? À quoi bon me faire du mal? Je le repose et je vais me coucher. Je suis tirée de mon sommeil par mon radio-réveil. J'ai dormi d'une traite. Ce matin, ce n'est pas comme tous les autres matins. Je le sens dès que j'ouvre les yeux. Il règne dans ma chambre une atmosphère particulière. Je ne sais pas si c'est dû à la lumière qui me semble un petit peu plus veloutée ou au bruit plus étouffé. Mais je sens qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose de très important. Je me lève, je ne peux pas ne pas remarquer le cahier toujours sur mon bureau. Ce matin, il me paraît différent. Plus vert que d'habitude, ou plutôt d'un vert plus chaud, comme celui d'une pelouse en plein été. Je le prends et le laisse aussitôt échapper avec un cri. Il m'a brûlé. Je contemple mon cahier qui gît à présent sur la moquette. L'inscription Lucas Crapaud m'apparaît plus effrayante que jamais. Non seulement elle semble tracée en lettres de sang, mais on dirait que ce matin une blessure vivante infligée au cahier vert se fait voir. Les C de Lucas et de Crapaud ont d'ailleurs bavé, comme si le sang coulait. J'ai alors une pensée stupide. Je me dis que le cahier est brûlant parce que cette blessure lui a fait de la fière. Mais n'importe quoi, ce n'est qu'un cahier. Je me laisse tomber sur la moquette à côté de mon cahier. Je l'observe discrètement. Il me fait peur. « Justine, tu me lis une histoire ?» lance Victoire en entrant dans ma chambre. « Victoire, je t'ai dit 100 fois qu'on frappe avant d'entrer. »« Pourquoi tu es par terre à côté de ton cahier ?»
poursuit ma sœur, comme si elle n'avait rien entendu. Elle se baisse et le ramasse, comme un vulgaire bloc de feuilles. C'est un roman avec Harry Potter et Blanche-Neige demande-t-elle, tout excitée. Tu me le lis, dis ? Laisse-moi tranquille, Victoire. Ma sœur pose le cahier sur son bureau et quitte ma chambre avec petits pas. J'ouvre mes volets. À la lumière du jour, la couverture apparaît à nouveau de son vert d'origine. Le titre n'est plus inscrit que banalement. Pas de son à l'horizon, les lettres majuscules tracées plus ou moins adroitement à l'aide d'un marqueur rouge. J'ai dû rêver tout à l'heure. J'avance prudemment ma main vers la couverture. Elle est bêtement fraîche, pas agréablement chaude, comme ces derniers jours, ni même tiède, juste fraîche. De la même température que le reste de ma chambre d'ailleurs. Je ne peux évidemment m'empêcher de la tourner. 80 pages écrites durant la nuit, Madame Larson. Et tout en bas, en grosses lettres noires, le mot fin. F-I-N. Ces 3 lettres dansent sous mes yeux. Mon histoire est terminée. Il ne tient qu'à moi pour que... Quoi, Madame Larson? Maman est quasiment guérie. Paul, Honorine, papa, Victoire, tout le monde va bien. Mieux qu'avant même. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que la chute de maman est liée au cahier vert? Papa l'a dit. Maman aussi l'a dit, les marches étaient glissantes. Elles étaient dangereuses, c'est la raison pour laquelle mes parents avaient prévu de les faire recouvrir d'un revêtement antidérapant. Ils nous répétaient sans cesse de faire attention de tomber. Mais qu'aucun de nous n'est tombé, c'est justement ça l'impression. C'est la faute de Honorine si j'ai paniqué. Si elle n'avait pas fait cette fichue remarque juste avant, il m'est donné une chance incroyable, une chance qui ne se renouvelera presque jamais. Et moi, je suis sur le point de la gâcher. La vie me fait un cadeau. Ai-je le droit de le refuser? Je ne suis qu'une peureuse. Il n'arrivera rien à personne si je ne détruis pas ces nouvelles pages. Il faut que j'arrête de me raconter n'importe quoi. Je contemple à nouveau le cahier. Il est là. Oh non, il ne me ferait plus peur. C'est mon rêve qui s'est réalisé. Il contient mon rêve. Pour vraiment dire, il est mon rêve. Chapitre 6. Corentin. J'ai terminé mon roman ce matin. Je vous réponds alors que vous me demandez pour la 105e fois où j'en suis. J'ai presque envie de vous sauter au cou et de vous embrasser pour vous montrer combien je suis heureuse. Tu me le fais lire quand? Vous me demandez. Quand j'aurai fini de le taper, je vais vous épargner un petit peu mes pattes de mouche. Vous riez. Elle ne me dérange pas, tu sais. Oui, je sais. Mais je veux vous offrir la version finale dactylographiée parfaite, afin que vous ressentiez en lisant le même choc que j'ai ressenti ce matin en découvrant la fin de mon histoire, sans perdre ne serait-ce qu'un millième de plaisir à déchiffrer mon écriture. Une fin si surprenante et si extraordinaire que je suis restée à la fixer, que je suis restée à fixer mon cahier vert stupéfaite et sous le charme bien longtemps après l'avoir refermé. J'ai déjà tapé 10 pages ce matin sur mon ordinateur. J'ai calculé que dans moins de 2 semaines, je devrais avoir terminé. Il n'est bien sûr pour moi plus qu'une question de participer à votre concours, comme si j'allais perdre 6 mois à attendre les résultats. Moi, je ne veux plus attendre, Madame Larson. 13 ans et demi que j'attends, vous ne trouvez pas que c'est suffisant? D'ici 2 semaines, dès que j'aurai fini de taper, j'enverrai mon roman à un éditeur. J'en ai déjà choisi un, en parcourant les livres de CDI. Il dira oui, je sais qu'il dira oui. Qui refuserait une pareille merveille? Ce qui se passera ensuite, du bonheur évidemment. Dans la cour, à nouveau, je me redresse sous les murmures flatteurs. Je suis redevenue Madame Spéciale. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'évitais? Me demande Corentin. J'étais inquiète pour ma mère, je lui réponds. Elle est tombée dans l'escalier et j'ai eu un peu peur, c'est tout.
Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais été là pour toi. Si tu savais combien j'ai pu imaginer de choses. J'ai imaginé que tu ne m'aimais plus, que tu ne voulais plus me voir. Ne plus l'aimer. Il est fou, lui, non? 6 jours passent ainsi, 6 jours à transférer le contenu de mon cahier vert dans mon ordinateur, 6 jours à ne plus fuir Corentin. Il m'a de nouveau donné rendez-vous pour ce samedi ainsi né. Comme la dernière fois, je compte les heures. Cette fois, je vais nager au bonheur. J'en meurs d'envie. Samedi est là. Samedi est dans 2 jours. Pour le moment, je vais me concentrer sur Lucas Crapaud et continuer de taper mon texte. À demain, me glisse à l'oreille Corentin le vendredi après le dernier cours. Je tremble de le ressentir si près de moi. Je gagne la sortie, papa m'attend devant le collège. Il a une sale tête. On vient d'hospitaliser maman, me dit-il. Une embolie pulmonaire, c'est ce que le médecin m'a dit. Je le fixe sans le voir. Je dois être d'une pâleur impressionnante parce qu'il tend le bras pour me soutenir comme s'il avait peur que je m'effondre. Il m'explique que c'est une embolie pulmonaire. C'est un caillou qui s'est détaché de la jambe de maman pour aller bloquer d'une artère pulmonaire. Une complication possible quand on a une jambe immobilisée dans un plâtre. Ce qui est étonnant, c'est que maman suivait un traitement pour éviter ce genre d'accident. Une injonction tous les matins, parfois pas suffisant, a dit le médecin, la preuve. Ma mère est là, devant moi, étendue sur le lit, les yeux clos, aussi blanches que ses draps. Service de réa, des tuyaux sortent de sa gorge, de son nez, de partout. Honorine se penche vers elle et l'embrasse. Moi, je suis adossée au mur. La révolution de mon corps dans ma tête. Tu ne lui dis pas bonjour? Me demande doucement papa. Elle t'entend, tu sais. Je le regarde, il me sourit tristement. Et moi, j'ai envie de hurler, de tout casser. Quand sa main touche mon épaule, j'ai un mouvement de recul, comme si cette main me brûlait. Je ne veux plus qu'on me touche. Je suis un monstre, Madame Larson. Ma mère, le lit, les tuyaux, le goutte à goutte, Honorine qui lui tient la maman. Mais mon père et son regard triste, de plus en plus triste. Ma mère, les tuyaux, le goutte à goutte, Honorine, mon père, ma mère, le lit qui tourne autour de moi, la table de chevet, les chaises, le lit, le goutte à goutte et le plafond qui se rapproche, le sol qui se soulève, le lit qui me donne le vertige. Tant il tourne vite. Ma mère, les tuyaux, le lit, Je m'enfuis, je sors de la chambre et je cours droit devant. C'est la nuit dans ma tête. Ma mère, maman, je pousse la porte, un lit vide. Je m'effondre à plat ventre sur le lit. Je pleure, je manque de m'étouffer, tellement je pleure. Ce matin, j'ai effacé de mon ordinateur les 70 pages tapées d'un seul clic. Maman a repris connaissance. Le cahier vert est sur mon bureau, devant moi. Je pose ma main sur sa couverture. Sous ma paume, des pulsations. Je n'ai plus le moindre doute à présent. Ces pulsations n'ont rien à voir avec les battements de mon cœur. Le cahier est vivant. Il est bel et bien vivant avec un cœur. Et il se nourrit du malheur de mes proches. Je saisis un marqueur noir et j'en recouvre rageusement les premières pages. Le texte disparaît. Maman me sourit. Elle n'a gardé qu'un tuyau dans le nez. Ils doivent bientôt la débrancher. Elle soulève et s'assoit dans son lit. D'ici une semaine, 2 peut-être, elle pourra sortir. Pas de séquelles, on dit le médecin. La vie revient à elle, en moi. Je la prends dans mes bras et je l'embrasse de toutes mes forces. « Tu vas m'étouffer !» me lance-t-elle en riant. Ce matin, j'ouvre le cahier vert pour poursuivre mon travail de destruction, mais mes pattes de mouche sont réapparues sous le marqueur. L'histoire est à nouveau là, lisible et si tentante. Il n'existe qu'un seul moyen d'en finir avec ce cahier.
J'entends l'après-midi mon père a allumé un feu dans la cheminée pour réchauffer ce samedi d'automne. J'attends qu'il aille chercher Victoire à son cours de natation. Je tiens le cahier, les flammes dansent dans le foyer, de belles flammes rouges et d'or. Je les contemple, je lève la main au-dessus de l'âtre et je laisse tomber le cahier. Il se consume en se tordant. Une longue plainte s'en échappe. Je me bouche les oreilles pour ne plus les entendre. Les flammes sont en train de le dévorer, mais moi, ce n'est plus lui que je vois au milieu des flammes. C'est le visage de Corentin, Madame Larsen. Eh oui, Corentin que j'ai perdu. Les flammes viennent de me renvoyer définitivement dans la peau de Madame Banal, et moi je viens de perdre Corentin. « On est rentré !» s'écrie Victoire en jaillissant dans le séjour. « Tu fais brûler quoi ?» elle demande en s'approchant de la cheminée. « Rien. »« Mais c'est ton cahier !» s'exclame-t-elle en découvrant la spirale à demi carbonisée. « Tu as bien fait !» ajoute-t-elle après quelques secondes de réflexion. « Hardy Potter était beaucoup trop jeune pour Blanche-Neige. » Voilà, Madame Larsen. À présent, ce n'est plus la peine de me poser la question. Vous savez pourquoi ? Je ne vous donnerai pas mon roman. Je ne vous ai rien caché. Je n'écris pas. Je n'ai jamais écrit. Je vous ai menti. Mais vous voyez, le pire dans cette histoire, ce n'est pas d'avoir dû renoncer à mon rêve, même si ça a été difficile. Non. Le pire, c'est quand je pense au temps qu'il m'a fallu avant de détruire ce cahier. À tout ce temps où je n'ai pas voulu comprendre, où je m'accrochais désespérément à ce rêve, à mon rêve sans vouloir voir l'évidence. J'aurais dû brûler le cahier dès la première remarque d'Honorine, même si rien n'était sûr. Mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire après la chute de maman. Mais encore là, je suis restée aveugle. Pourquoi m'a-t-il fallu tant de temps pour réagir, Madame Larsen ? Mon besoin d'être aimée était-il si grand ? Quel prix chacun d'entre nous est-il prêt à payer pour réaliser ses rêves ? Non, Madame Larsen. Vous ne vous trompez pas. Non, c'est bien Corentin qui m'attend là-bas. Pourtant, vous aviez cru comprendre que Corentin est moi. Il m'a attendu cet après-midi, là, devant le cinéma. Vous savez, longtemps, très longtemps. Puis il a appelé, mais j'ai refusé de lui parler. Les jours suivants, je l'ai fui tout le temps. Et comme il insistait, j'ai fini par lui crier que je n'écrivais plus, que j'avais menti, que je n'avais aucun talent. C'est le soir suivant que Victoire a frappé à la porte. « Il y a une lettre pour toi. Hé, Justine, regarde, je l'ai trouvée dans la boîte à lettres, » m'a dit ma sœur. « T'as vu ? Il y a pas un timbre. C'est quelqu'un qui n'a pas payé le facteur. »« C'est qui, dit ?»« Fiche le camp, Victoire. » J'ai attendu que la porte se referme pour ouvrir lentement l'enveloppe. Mes mains tremblaient. J'avais reconnu l'écriture de Corentin. Cette lettre, je vous la cite de mémoire, car ces mots se sont gravés à jamais dans mon cœur. Ma Justine, je me fiche que tu n'écrives pas. De toute façon, je n'aime pas lire. Je t'aime pour cette douceur qui me bouleverse, tant chaque fois que mes yeux se perdent dans les tiens. Je t'aime pour cette profondeur que je n'avais encore jamais rencontrée chez quelqu'un de mon âge. Je t'aime pour cette sensibilité que tu as à fleur de peau et qui te rend si attentive aux gens qui t'entourent. Je t'aime parce que toutes ces qualités font de toi une fille si spéciale. Je t'aime parce que tu es Justine. Fin de l'histoire.